journal de 7h30. Margot Siffer, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Vol sur la plage ou sur les parkings des vacances, incivilité, violence. L'été, certaines communes doublent leur population. C'est le cas de Mandelieu, La Napoule, sur la Côte d'Azur, avec plus de 50 000 habitants. Des communes qui doivent s'adapter pour assurer la sécurité des locaux et des vacanciers. Frédéric Michel. À pied, en VTT, à moto ou en voiture, les policiers municipaux de Mandelieu quadrillent la ville avec une attention particulière l'été pour les plages. Pierre Boutillon, le directeur de la police municipale de Mandelieu, La Napoule. La police des plages, elle est là pour les incivilités, elle est là pour la cigarette, elle est là pour les vols à la roulotte dans les voitures. Ce sont des infractions qui sont fréquentes, donc nos agents sont visibles, donc c'est dissuasif. Bravo pour les CPU. Sur la plage du Robinson, nous apercevons 2 individus en pleine rixe. Devant un mur d'écran, 3 opérateurs scrutent en silence les images des caméras de la ville. Il commence à y avoir du monde autour, si vous pouvez intervenir. On balaye, on regarde, on zoome, on signale tout comportement qui nous paraît en tout cas suspect. Sébastien Leroy, maire de Mandelieu, La Napoule. Depuis le début de l'année, on a 95% d'élucidation. C'est un système qui est complémentaire avec des équipes sur le terrain qui tiennent le terrain, système de renseignement par un système de vidéosurveillance de près de 500 caméras, la police municipale qui est en force de proximité avec 80 agents opérationnels 24 heures sur 24, avec la gendarmerie. Soit au quotidien 200 hommes sur le terrain. Mandelieu, La Napoule, Frédéric Michel, Europe 1. Ce sera 15% et non 30%. Les États-Unis et l'Union européenne trouvent un accord, le plus grand des accords commerciaux selon Donald Trump. Oui, Donald Trump qui ne voulait pas faire de cadeau à l'Union européenne. Et finalement, après 1 heure d'échange, les 2 parties sont tombées sur ce deal jugé historique pour le président américain. Je veux juste vous féliciter. Je pense que c'est bien d'être parvenu à un accord au lieu de jouer à des jeux et de peut-être ne pas parvenir à cet accord. Je vous laisserai le dire, mais je pense que c'est le meilleur deal de tous les temps. Merci. Il y a un bon accord également pour la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui apportera d'après elle de la stabilité. C'est un bon deal, c'est un accord énorme. Il y a eu de dures négociations, je le savais dès le début et ce fut le cas. Mais nous sommes parvenus à une bonne conclusion pour les 2 côtés, donc encore félicitations et merci. Et les termes du contrat se dévoilent peu à peu. L'Union européenne s'est engagée à investir en 3 ans 750 milliards de dollars dans l'énergie américaine. Elle devra aussi financer 600 milliards d'investissements aux États-Unis. Autant de conditions qui semblent confirmer, d'après l'économiste Christian Saint-Etienne, une victoire américaine dans les négociations. C'est un échec pour l'Europe. Quand les négociations ont commencé, la Commission européenne visait 0%. Ensuite, 10% semblait le maximum acceptable. 15%, c'est un échec. Évidemment, von der Leyen crie victoire après un échec. C'est de la politique. Mais sur le plan stratégique, c'est un très mauvais accord. Il a négocié avec nous comme avec le Cameroun ou avec l'Afrique du Sud. Donc, on voit que la Commission européenne n'a pas pu ou n'a pas été capable d'utiliser tout le poids de l'Europe dans cette négociation. L'économiste Christian Saint-Etienne, invité d'Europe 1 soir week-end. Et cet accord est également jugé déséquilibré par le ministre délégué chargé de l'Europe, Benjamin Haddad. Il regrette une stabilité temporaire pour les acteurs des secteurs concernés. Poussé par la France et l'Arabie Saoudite, l'ONU se penche aujourd'hui sur l'avenir de la solution à 2 États au Proche-Orient, israélien et palestinien. Oui, c'est aujourd'hui que la décision de la France de reconnaître en septembre un État palestinien sera formalisée. L'occasion, d'après le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, d'inciter d'autres pays à suivre l'exemple de Paris. Les pays arabes devraient aussi, selon ses termes, condamner le Hamas et appeler à son désarmement. Au moins 43 morts en République démocratique du Congo dans l'attaque ce week-end d'une église catholique. 19 femmes, 15 hommes et 9 enfants ont été tués. Une attaque revendiquée par les rebelles des forces démocratiques alliées affiliées au groupe État islamique. Ils ont déjà tué des milliers de civils dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Et cela malgré le déploiement de l'armée ougandaise et des forces armées congolaises. Un dispositif populaire mais menacé, la rupture conventionnelle dans le collimateur du gouvernement pour le prochain budget 2026. Et la recherche de plus de 40 milliards d'euros d'économies. Le gouvernement s'intéresse de très près à ce divorce à l'amiable entre salariés et employeurs. Un dispositif à cheval entre le licenciement et la démission qui atteint des records. L'exécutif cherche à éviter les abus, Baptiste Morin.
L'an dernier, 515 000 ruptures conventionnelles ont été signées, plus 15% en 5 ans. Un succès car le dispositif répond à une double demande, explique l'économiste Bertrand Martineau. C'est lui qui a mis au point la réforme lorsqu'il était conseiller social à l'Élysée en 2008. L'immense majorité des ruptures conventionnelles, c'est soit des ruptures qui auraient eu lieu par licenciement, soit des ruptures qui auraient eu lieu par démission, mais avec des gens qui, très généralement, ont déjà un projet d'aller vers un autre emploi. Mais l'exécutif considère que via la rupture conventionnelle, l'Unédic indemnise indûment certaines personnes. Les chiffres montrent que le dispositif est à l'origine d'un quart des dépenses d'indemnisation, quelques 10 milliards d'euros l'an dernier, d'où l'idée de compliquer les conditions d'accès. Pour éviter les abus, vous faites ce que fait un assureur. Donc vous mettez une délai de carence. Vous pouvez aussi ne pas faire d'indemnisation quand la personne a, par exemple, fait 3 ou 4 ruptures conventionnelles dans l'année, parce que là, on peut se poser effectivement sérieusement des questions. Donc il y a des changements de curseur. Changements de curseur qui devront de toute façon obtenir l'aval des partenaires sociaux. Baptiste Morin pour Europe 1. Météo capricieuse, chaleur démentielle ou encore le manque d'eau, le changement climatique cause des moissons de plus en plus précoces. De 2 semaines à 1 mois d'avance selon les cultures. Résultat, les céréales sont en avance et font tourner à plein régime les moissonneuses-batteuses. C'est notamment le cas à Plouagat dans les Côtes d'Armor. Sandrine Prioul. Là, il y a une parcelle de 11 hectares et il va falloir tout ramasser. 7 à 8 tonnes de blé ramassées par hectare dans les champs de Bueno-les-Corbelles. Cette année, l'éleveur a appelé Julien, le chauffeur de moissonneuse-batteuse, avec 3 semaines d'avance. J'ai jamais vu ça. Depuis une quinzaine d'années que je vois les moissons, jamais. On n'a pas eu la pluie comme on aurait dû l'avoir, donc ça a joué aussi. Le blé est arrivé à maturité plus tôt qu'il aurait dû. Mais on n'a pas arrêté, depuis le 30 juin on est dedans. J'ai jamais vu ça, battre de l'orge en juin. Et au 14 juillet dans du blé, jamais. Un mélange de sécheresse et de forte chaleur qui n'épargne aucune culture de Bueno-les-Corbelles. Si on a eu un peu moins d'eau, donc comme on est de bonne heure, la qualité est un peu moins bonne. Mais bon, de toute manière, le blé est mûr et maintenant il ne changera pas, donc on peut le battre. Le maïs a beaucoup d'avance aussi. Il a beaucoup poussé avec les fortes chaleurs qu'il a eues. Donc on sera sûrement pas tard. Mais bon, on espère avoir de l'eau assez rapidement aussi pour aider le maïs à finir d'arriver à maturité pour qu'il développe bien son épi. Puisque si on n'a pas d'eau, l'ensilage ne sera pas terrible non plus parce qu'il n'y aura pas beaucoup de grains. Le jeune éleveur ne quitte pas le ciel des yeux. Déjà, il a interrogé les anciennes générations d'agriculteurs alentours pour lui confirmer qu'il s'agit là de conditions à tout le moins historiques. Plouagat, Sandrine Prioul, Europe 1. Mauvaise nouvelle cet été avec le retour des punaises de lit. Leur nombre a doublé sur 1 an, un chiffre qui ne surprend toutefois pas les professionnels. La période estivale est une période de vulnérabilité avec des infestations qui repartent à la hausse. Mais alors comment les éviter et ne pas les ramener chez soi, Yasmina Katou? Eh bien, pour éviter les punaises de lit, première chose à faire, déposer les valises dans la salle de bain. Les punaises n'aiment pas les pièces aux parois froides, elles glissent sur les mailles. Ensuite, il faut inspecter le lit et le canapé, précise Pascal Delaunay, parasitologue et entomologiste au CHU de Nice. Surveiller les 4 angles d'un lit, surtout les lattes du sommier dans ces 4 angles et un peu le dessous des coussins sous un canapé, voilà. Si malgré cette inspection, vous vous faites piquer, pas d'inquiétude, la punaise ne transmet aucune maladie. En revanche, pour ne pas infester votre appartement au retour des vacances, il faut prendre quelques précautions. Quand on rentre, mettre sa valise, si on n'a pas de balcon ou jardin, dans la salle de bain. Les vêtements, on les lave à 60. S'ils ne peuvent pas se laver, on va les examiner avec un fer à repasser éventuellement pour si jamais on en voit une. Mettre un petit coup de fer à repasser sur les vêtements, utilisés ou non utilisés. Dans le cas où une punaise de lit s'est glissée dans votre valise, pensez à la terre de sommière. Remède de grand-mère contre les taches, il suffit d'en mettre quelques grammes au pied de votre lit et de laisser agir 2 semaines pour éradiquer une potentielle colonie. Yasmina Katou, journaliste santé d'Europe 1. Grand final pour le Tour de France hier. Avec un Tadej Pogačar intouchable qui a remporté hier son 4e sacre au terme d'un sprint remporté par le Belge Wout van Aert. Une édition particulièrement difficile et éreintante pour les coureurs qui ont parcouru en 3 semaines plus de 3300 km. Mais alors, à présent, que vont-ils faire pour s'occuper, Axel May? Devant les bus des équipes cyclistes garées hier soir près des Champs-Élysées, l'ambiance était festive, entre retrouvailles avec les familles et satisfaction d'en avoir terminé avec la plus grande course du monde. Lauréat pour la 4e fois, Tadej Pogačar va se reposer avant de disputer un critérium pour le plaisir le 9 août chez lui à Kobenda. La suite de la saison n'est pas déterminée. Son coéquipier français Pavel Sivakov est lui épuisé. J'ai eu un tour personnellement très difficile, très compliqué physiquement. J'ai beaucoup souffert, donc là ça va être du repos. Dauphin de Pogačar, le Danois Jonas Vingegaard a déjà annoncé qu'il s'alignerait sur le Tour d'Espagne fin août.
tout comme Valentin Paré-Peintre, seul vainqueur d'étape français sur les routes de juillet. D'autres coureurs, comme Jordan Gégat, 10e du classement général, ne vont quasiment pas couper. Je vais participer au Critérium de Lisieux dans 2 jours et ensuite au Tour de l'Ain. Ça dépend de chacun. L'année dernière, j'avais coupé 7 jours, mais en coupant 7 jours, après, c'est très difficile d'être performant jusqu'à la fin. Quant à Kevin Vauquelin, meilleur tricolore avec sa 7e place, sa préoccupation est surtout de savoir ce que va devenir son équipe Arkea B&B Hotel, dont les sponsors s'en iront à la fin de l'année. Axel, mais pour Europe 1 et côté féminin, c'est l'Espagnol Mavi Garcia qui a remporté hier en solitaire à Quimper la 2e étape du Tour à l'âge de 41 ans. Et toujours malmené mais jamais renversé, les Lyonnaises ont vécu l'Espagne. Après une séance de tir au but, c'est du football. Oui, 3 ans après leur sacre à domicile, les Anglaises tenantes du titre ont conservé leur couronne en s'imposant 3 tirs au but à 1 en finale de l'Euro 2025. L'Angleterre conserve donc son titre européen et cela malgré une défaite contre la France lors de son entrée en lice. En Formule 1, Oscar Piastri, leader du classement des pilotes, a remporté le Grand Prix de Belgique. Oui, devant son dauphin et coéquipier Lando Norris, et le podium est complété par le monégasque Charles Leclerc qui a résisté en fin de course au retour du Néerlandais Max Verstappen. Merci Margot pour votre journal.